Bonjour à tous. Donc, nous allons parler pour cette première session du glioblastome, donc une sorte de cancer du cerveau assez agressive, pour lequel nous allons, dans le premier épisode, parler de toute la séquence autour de l'annonce, centrée sur le patient. Donc, pour cela, tout d'abord, je me présente. Donc, je suis le docteur Broniman, Charlotte. Je m'occupe des patients qui ont des tumeurs du cerveau sur le plan neuro-oncologique. Donc, c'est plus la prescription des chimiothérapies, des traitements oncologiques au sens large. Et nous allons avoir avec nous Thomas Daubon. Oui, bonjour. Voilà, donc je suis chercheur au CNRS, donc recruté depuis peu de temps, et j'anime une équipe donc à l'IBGC, qui est un institut de Bordeaux, sur lequel nous travaillons sur la compréhension des mécanismes du métabolisme énergétique dans le développement du glioblastome. Voilà, je vais donner la main maintenant à ma collègue Sandrine. Bonjour, docteur Emer, Sandrine. Je suis anatomopathologiste et spécialisée dans les tumeurs cérébrales, donc neuropathologiste à l'hôpital. Et comme nous allons nous centrer sur le patient, nous avons Madame Sophie Joliot qui nous a rejoint pour cette session. Oui, bonjour, je suis donc Sophie Joliot, j'ai 46 ans et j'ai un glioblastome diagnostiqué depuis quelques mois maintenant. Donc on va plutôt se centrer avec Sophie. Donc bonjour Sophie. Donc voilà, donc, ce que je vous propose, c'est que vous allez nous raconter un petit peu les symptômes qui sont à l'origine de l'entrée dans votre maladie. Et puis ensuite, vous allez peut-être nous raconter comment vous avez vécu un petit peu ce diagnostic, cette annonce. Et puis, on va en reparler un petit peu ensemble. Très bien. Alors moi, les symptômes qui m'ont fait entrer dans la maladie, c'est particulier parce que j'en avais pas et j'en ai jamais eu. Ça a débuté pour moi en janvier 2020 par une recommandation de mon médecin traitant. Aller passer une IRM de contrôle parce que je prenais de l'androcure. Donc je suis allée passer cette IRM donc en janvier. Et puis à la sortie de l'IRM, le radiologue me fait venir dans son bureau et me dit je vois quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Il me parle de MAV. Donc déjà, je ne savais pas trop ce que c'était. Alors moi, bêtement, j'ai dit un anévrisme. Il dit non, pas un anévrisme, une MAV. Et il me dit il faudrait un deuxième avis. Donc il m'a orientée vers le CHU. Donc j'ai pris rendez-vous, je suis allée au CHU avec mes clichés. Et là, le médecin que j'ai rencontré, lui, me dit pour moi, ce n'est pas une MAV. C'est autre chose. Je pencherais pour un cavernome. Donc, deuxième étape, là on passe encore à autre chose, un cavernome. Ça ne me parlait pas du tout, cavernome. Il me dit, pour moi c'est ça, mais je vais en parler à mes collègues et je vous recontacte pour vous dire. Donc quelques semaines plus tard, j'ai reçu un courrier me disant que donc, mon cas avait été étudié en réunion de concertation et que pour plus de sécurité, il me proposait de passer une autre IRM de contrôle 3 à 6 mois plus tard pour voir l'évolution. Donc 3 à 6 mois plus tard, on arrive en septembre 2020. Et là, c'est encore autre chose. C'est pas un cavernome, ça a bougé. Et le médecin, là, est un petit peu plus inquiet et un petit peu plus dynamique et me dit j'envoie un mail tout de suite à mon collègue neurochirurgien, il vous recontacte dans les 48 heures. Donc je suis partie avec ça dans ma musette à la maison et pas rassurée du tout. Le lendemain, j'étais en cours et je guettais. Moi qui éteins toujours mon téléphone quand je suis avec mes élèves, là j'avais le téléphone allumé pour pas louper le coup de fil. Et donc je l'ai eu et là on m'a fixé un rendez-vous dans les 72 heures pour aller rencontrer le neurochirurgien qui s'est occupé de moi derrière parce qu'a priori c'était une tumeur plus agressive que ce qu'on m'avait annoncé au départ puisque le cavernome on m'avait dit que c'était bénin. Donc voilà. Après, tout s'est enchaîné très vite. Première consultation avec le neurochirurgien où il m'explique qu'effectivement, il ne faut pas tarder, on ne va même pas passer par la biopsie, il faut l'enlever. Donc il m'explique un petit peu les options, la chirurgie éveillée. Il me laisse une semaine pour digérer tout ça. On s'est revus la semaine d'après. Et la semaine d'après, j'ai donné mon accord et puis on a tout planifié pour que l'opération se fasse le plus rapidement possible.
Donc voilà, j'ai été opérée en octobre 2020. Et puis là, après, tout s'est enchaîné. L'opération s'est très bien passée. J'avoue que je l'angoissais un petit peu, chirurgie éveillée. On a beau regarder les séries médicales et en avoir vu un certain nombre, c'est quand même très particulier. Mais bon, ça s'est très bien passé. Je me suis très bien remise de l'opération. Par contre, après, effectivement, j'ai eu l'annonce en grande pompe. Donc mon chirurgien qui est venu avec son interne et puis l'infirmière de lien qui était là pour me dire qu'a priori, c'était pas bon. C'était pas qu'une tumeur qu'il fallait enlever et puis on s'en serait débarrassé. C'était autre chose et qu'il allait falloir continuer les traitements derrière. Donc voilà, ça a été cette première annonce à l'hôpital 3 jours après l'opération. Donc voilà. Eh bien, oui, effectivement. Alors, les symptômes, pour débriefer un petit peu de cette entrée dans la maladie, sont, pour vous, il n'y en avait pas finalement. Hein, c'était le hasard par rapport à la surveillance de l'androcure. On le rappelle, hein, c'est un traitement hormonal pour lequel on a découvert qu'il pouvait parfois y avoir des méningiomes, donc une autre sorte de tumeur cérébrale, mais bénigne pour le coup, qui n'était pas présent chez vous. Et on trouve donc par hasard la maladie. Alors ça peut être un peu différent, hein, parfois il peut y avoir des symptômes neurologiques qui peuvent être plus marqués avec des paralysies, de l'épilepsie ou des maux de tête, hein, une hypertension intracrânienne. Parfois, eh bien voilà, c'est plus ce qu'on appelle fortuit. Et puis, en revanche, l'errance diagnostique est assez fréquente. Il y a souvent des bilans neurologiques en ville ou même à l'hôpital en neurologie avant qu'on ait le diagnostic, ce qui est une étape un petit peu en général stressante. Je ne sais pas comment vous l'avez vécu, mais cette attente d'un diagnostic un peu final jusqu'à l'annonce qui, bon, effectivement, est un peu traumatisante, mais quelque part met un mot sur ce qu'on attendait. Alors, ça met un mot, effectivement, et en même temps, c'est un peu irréel. Et parce que moi, j'avais eu une expérience il y a quelques années avec une de mes filles où, effectivement, on m'avait fait une annonce que ma fille avait peut-être un cancer et qu'en fin de compte, au bout de 15 jours, quand ils ont reçu les résultats d'anatomopathologie, c'était pas du tout un cancer. Donc, on a vécu vraiment 15 jours atroces. Et que là, je sais pas, il y a eu un recul qui s'est fait. Peut-être que tant que j'avais pas de rendez-vous avec un oncologue, le médecin qui s'occupe vraiment du cancer, je me suis dit peut-être que les résultats de l'analyse vont donner autre chose en fin de compte. Donc il y a eu une période un petit peu irréelle entre le moment où effectivement le neurochirurgien m'a annoncé quelque chose avec cette infirmière, on a parlé cancer sans trop en parler non plus. Et donc ça s'est vraiment finalisé quand je vous ai rencontré. Là, un oncologue, effectivement, on est vraiment dans le cancer. On en parlera du coup dans l'épisode 2. Donc on va peut-être maintenant parler un petit peu d'anatomopathologie. Tiens, si tu voulais. Le petit boîtier pour les... Puisque le diagnostic, c'est notre collègue, le docteur Emmer, qui le fait. Bonjour, donc je suis Sandrine Emmer, je suis anatomopathologiste au CHU et donc je suis responsable du diagnostic avec un collègue des tumeurs cérébrales, donc des prélèvements biopsiques et neurochirurgicaux qui nous sont adressés par les neurochirurgiens. Alors le but en fait du pathologiste, c'est de donner les solutions et de donner les réponses aux cliniciens pour une prise en charge thérapeutique optimale. Donc derrière nous, il y a surtout le patient. Comment on va traiter le patient. Et donc il faut donner toutes les réponses les plus adéquates possibles. Pour donner ces réponses, en fait, on va passer par le microscope. Donc alors, le glioblastome, Charlotte nous en a déjà parlé, c'est une maladie cancéreuse du système nerveux central qui a un pronostic très sévère et qui mérite évidemment des grands enjeux dans la recherche, puisqu'il y a une grande chimio-radiorésistance, surtout quand il y a une errance diagnostique. Alors, c'est une tumeur qui est très fréquente et qui ne pose pas vraiment de problème diagnostique pour le pathologiste lorsqu'il s'agit d'images microscopiques typiques.
C'est donc une tumeur de plus haut grade qui nécessite, depuis la classification de l'Organisation mondiale de la santé en 2016, qui va être mis à jour dans les mois qui viennent, à la fois des caractères microscopiques, donc ce que l'on voit sous notre œil au microscope, et également des outils de biologie moléculaire. Donc les échantillons, après être passés par le microscope, vont être donnés dans 100% des cas aux biologistes moléculaires du service de biologie des tumeurs au CHU pour ajouter un certain nombre d'éléments qui vont donner ce qu'on appelle un diagnostic intégré, donc avec des réponses supplémentaires pour la prise en charge, parce qu'on va pouvoir connaître un certain nombre de mutations ou d'accidents moléculaires qui vont ouvrir des portes pour des thérapies ciblées ou pour des essais, ce qui est très important pour des maladies qui sont parfois en dehors des ressources thérapeutiques. Donc la présentation clinique, Charlotte en a déjà parlé, puisque on peut avoir, Sophie, bien sûr, une absence totale de symptômes, mais la plupart du temps, ces symptômes peuvent être variables et on retrouve soit un déficit moteur, un déficit sensitif, des céphalées qui traduisent une hypertension intracrânienne ou une épilepsie. Sur le plan radiologique, les images classiques du glioblastome, elles parlent en général assez bien aux radiologues ou aux neuroradiologues quand celles-ci sont avancées, à savoir qu'il existe une prise de contraste en cocarde avec un centre nécrotique. Et la présence de nécrose est quand même un élément diagnostique très important pour le radiologue et va orienter rapidement vers quelque chose de tumoral. Donc c'est toujours très important pour l'anatomopathologiste d'avoir accès aux radios, puisque cet élément est un item important pour la prise en charge au microscope. Alors le glioblastome, là c'est une diapositive qui nous montre que c'est un gliome infiltrant et diffus, qui n'est contrairement donc au gliome circonscrit. Donc sur la diapositive, le gliome infiltrant est matérialisé par ces petites étoiles et ces petits ronds bleus. Donc c'est une présentation polymorphe, mais qui peut se voir un petit peu partout dans l'encéphale. Sur le plan microscopique, donc il n'y a pas d'enjeu diagnostic lorsque la présentation est typique. C'est une tumeur qui est hautement cellulaire habituellement quand le prélèvement est bien fait, et on a des neurochirurgiens qui sont habitués au CHU pour ce type de prélèvement. Il y a une triade, donc la cellularité avec un grand polymorphisme cellulaire, la nécrose et les modifications vasculaires sous forme d'une hyperplasie, de thrombose et de prolifération vasculaire. Lorsqu'au microscope, nous avons ces images, habituellement, il y a assez peu d'éléments d'examens complémentaires pour lesquels nous avons besoin de compléter le diagnostic. Ces trois éléments nous permettent de dire, voilà, il y a une tumeur gliale primitive qui correspond à un glioblastome. Alors malgré tout, on cède parce qu'on est dans un CHU, qu'on a des recommandations et qu'il s'agit d'un diagnostic qui implique bien sûr l'annonce, mais également des propositions thérapeutiques qui sont vraiment très importantes. On cède de caractère immunohistochimique pour typer la tumeur, mais également pour donner des éléments pronostiques. Par ailleurs, ces recommandations impliquent que si les patients ont moins de 55 ans, il est obligatoire ou fortement recommandé de rechercher un certain nombre d'anomalies moléculaires, en particulier des mutations de l'isocitrate-déshydrogénase, qui est une enzyme dont la présence, enfin la mutation, a un intérêt prédictif et pronostique pour la prise en charge du patient. Il existe dans la plupart des cas des glioblastomes qui ne sont pas mutés pour IDH, mais il existe également pour environ 10% des glioblastomes des tumeurs qui sont mutées et qui vont avoir, donc lorsqu'ils sont mutés pour l'isocitrate déshydrogénase, un impact sur la survie globale et sur la survie sans récidive après traitement. On peut aussi avoir la plupart du temps, il n'y a pas de difficulté diagnostique pour le pathologiste, que je suis
pour des tumeurs assez classiques. Mais lorsque les biopsies sont faites à un stade pré-angiogénique ou pré-nécrotique, c'est-à-dire que quand sur la radio, il n'existe pas encore de véritable nécrose, on peut avoir une errance diagnostique. Et là, le biologisme moléculaire a un grand intérêt parce qu'on va tout de suite rechercher des anomalies moléculaires, en particulier une amplification de l'EGFR, des mutations de TERT et puis d'autres anomalies chromosomiques, en particulier des chromosomes 7 et 10. Donc voilà un exemple d'anomalie du promoteur de TERT qui, même si au microscope on a une tumeur qui n'a pas tous les critères diagnostiques de glioblastome, vont nous permettre, grâce à la biologie moléculaire, de dire ben voilà, la mutation du promoteur de TERT nous indique que cette tumeur va progresser rapidement et finalement sur la radiologie la nécrose va apparaître secondairement. Donc on a un certain nombre d'anomalies moléculaires qui sont trouvées par différentes méthodes. Actuellement, on fait du séquençage au débit qui permet donc de matérialiser ces anomalies. Sur le plan des recommandations de la biologie moléculaire que l'on vient ajouter à notre diagnostic intégré, et la recherche du statut MGMT qui est assez important. C'est un gène qui est situé sur le chromosome 10 et lorsqu'il est méthylé, va traduire une chimiosensibilité pour le traitement, ce qui est très important pour le clinicien, puisqu'on aura un peu une prédiction de ce qui va se passer sur la réponse thérapeutique. Alors après, j'ai matérialisé par quelques diapositives des formes morphologiques particulières des glioblastomes qui peuvent être différentes des cas typiques, en particulier les glioblastomes à cellules géantes, qui intéressent alors et qui touchent davantage des sujets jeunes, avec en particulier des mutations de PTEN sans amplification de GFR. Il existe des glioblastomes épithélioïdes qui là présentent une mutation du gène BRAF au niveau du codon V600E, ce qui est une information intéressante, notamment si on parle secondairement de thérapie ciblée. Des glioblastomes avec une forme un petit peu sarcomatoïde et une architecture biphasique. Donc, ça, c'est l'anatomopathologiste sur ces lames de microscope qui peut sous-typer les glioblastomes. Et puis, les glioblastomes de type pnétoïde à petites cellules qui peuvent en imposer pour des tumeurs à petites cellules rondes que l'on trouve habituellement plus chez des sujets de plus jeune âge ou chez l'enfant. Le diagnostic différentiel, il est habituellement évoqué sur la radiologie en raison de la nécrose. Donc, ce sont les lymphomes du système nerveux central, des tumeurs secondaires et éventuellement des lésions pseudotumorales infectieuses comme la toxoplasmose. Mais là encore, l'anatomopathologiste est là pour aider et redresser le diagnostic. Les outils de biologie moléculaire, ce sont donc nos collègues qui vont compléter ce diagnostic intégré grâce à des outils et des analyses complémentaires qui vont être faites sur le tissu fixé, donc sur des tout petits fragments qui arrivent au laboratoire, qui sont inclus dans la paraffine. Donc les analyses sont faites de façon très aisée, rapidement, avec un retour dans les 15 jours. Ils utilisent un certain nombre d'outils que sont le séquençage haut débit, que le but c'est de retrouver des cibles pour offrir des perspectives thérapeutiques aux cliniciens et surtout aux patients. Il y a aussi l'hybridation in situ et puis l'étude de la méthylation et éventuellement du RNA séquençage. Il faut savoir que ce diagnostic de glioblastome, il implique un certain nombre de partenaires, que certains sous-types de glioblastomes qui sont plus rares, que j'ai évoqués comme les formes pnétoïdes ou à cellules géantes, nécessitent, ou en tout cas il est recommandé de faire des doubles lectures. Ces doubles lectures, elles se font via un réseau de neuropathologistes nationaux. Donc la France, là je voulais illustrer par cette diapositive le découpage de la France en différentes grandes régions qui sont des centres de compétences et qui permettent, grâce à des
à des partenaires de plusieurs disciplines, d'affiner les diagnostics, d'affiner la prise en charge du patient et surtout d'assurer les deuxièmes lectures puisqu'il s'agit de pathologies cancéreuses et donc d'impact sur le traitement et sur la vie du patient. Voilà, je vais passer la parole à Thomas. Tout à fait. Donc, moi, je vais faire une transition absolument parfaite. Donc, merci Sandrine, c'était vraiment très clair. Avec Florence Cavalli, donc, qui est une collègue qui est chercheuse au CNRS. Elle est en direct de Paris. Donc, Florence, en fait, a une carrière universitaire principalement basée à l'étranger, donc au niveau de l'Angleterre, puis un stage postdoctoral au Canada, à Toronto, si je me rappelle bien. Et donc Florence anime un groupe à l'Institut Curie de Paris en bioinformatique. Et elle est spécialiste des tumeurs cérébrales et notamment du glioblastome. Donc Florence, si tu nous entends, voilà, je te passe la main. Merci. Merci beaucoup pour cette introduction. Je vais donc vous parler plutôt du côté recherche et je vais partager mon écran. Vous voyez bien mon écran? C'est parfait. Merci, je suis heureuse d'être avec vous virtuellement. Je souhaiterais vous parler des apports du séquençage au début, de Next Generation Sequencing sur la compréhension de ces tumeurs. En quelques mots, je suis donc chercheure bioinformaticienne et je dirige un groupe à l'Institut Curie au sein de l'unité de bioinformatique à Paris. Mon intérêt pour les tumeurs cérébrales a commencé lors de mon stage de postdoc à Toronto, à l'hôpital pour enfants malades, sur lesquels j'ai travaillé sur des tumeurs cérébrales pédiatriques, les médulloblastomes. Et nous avons identifié 12 sous-types de médulloblastomes qui ont un intérêt clinique, notamment le fait que certains sous-types, les patients de certains sous-types pourraient avoir bénéficié d'une réduction de thérapie pour réduire les effets négatifs des traitements à long terme. J'ai aussi contribué à un large projet collaboratif sur les épendymomes, un autre type de tumeur cérébrale pédiatrique et les glioblastomes, dont on vient de parler. Actuellement, je m'intéresse principalement au premier projet du groupe sur les oligodendrogliomes, un autre type de tumeur cérébrale, donc de gliome, qui apparaît chez des patients un peu plus jeunes que les glioblastomes, une espérance de vie à environ 15 ans, mais pour lesquels on observe très souvent une rechute et il n'y a pas d'option thérapeutique à ce moment-là. Mon groupe s'intéresse donc à décrire et à caractériser le statut de l'hétérogénéité tumorale et l'impact de cette hétérogénéité sur la progression des tumeurs et leur réponse au traitement. Pour ceci, je définis des cohortes et des types de données nécessaires pour répondre à ces questions biologiques et cliniques, en collaboration avec les cliniciens et accès aux banques de données, aux banques de tumeurs congelées. Je génère les données, nous réalisons l'analyse bioinformatique des données et l'intégration des données, et les résultats sont interprétés et validés en collaboration avec les biologistes et les cliniciens. Le glioblastome, qui vient d'être introduit très bien par ma collègue, a été longuement étudié principalement avec un microscope, donc une analyse histopathologique, et différents types, comme ça a été montré, peuvent être observés. Et maintenant, on s'intéresse à la caractérisation moléculaire, donc pour un côté diagnostic, mais aussi pour un côté recherche, pour mieux comprendre ces tumeurs. Et le séquençage au débit, le Next Generation Sequencing, a apporté une petite révolution, car c'est un outil formidable pour étudier l'hétérogénéité de ces tumeurs, qui est une des causes principales d'échecs thérapeutiques, comme vous avez déjà probablement entendu parler, et donc je reviendrai là-dessus. De quoi parle-t-on quand on parle d'hétérogénéité tumorale? Il y a différents types d'hétérogénéité. Il y a l'hétérogénéité entre les tumeurs. Si on prend une cohorte de patients avec un diagnostic de glioblastome, une étude de l'expression des gènes, donc du transcriptome, peut nous permettre d'identifier des sous-groupes de patients avec un profil d'expression plus similaire les uns que les autres. Et notamment, de grands programmes de séquençage ont été lancés, tels que le Cancer Genome Atlas Programme aux États-Unis. Et le but était d'identifier les aberrations moléculaires à partir de données génomiques, transcriptomiques, épigénétiques et protéomiques. Ils ont travaillé sur 12 types de cancers en premier. Maintenant, ils sont à 33 et plus de 11 000 tumeurs ont été séquencées. Cela génère des corps de données très larges et il faut une analyse spécifique pour chaque type de données et chaque cohorte. Comme vous pouvez l'imaginer, il n'y a pas un bouton rouge sur lequel on peut appuyer. C'est une expertise et un développement de méthodes et des développements d'analyse qu'il faut réaliser.
mais je ne viendrai pas dans les détails pour cette présentation. Parmi les cancers étudiés, il y a donc le glioblastome, et une étude principale a été publiée en 2010 avec l'équipe transcriptomique de 173 échantillons. Cette étude a identifié 4 sous-types à partir des données d'expression, nommés proneural, neural, classical et mesenchymal. Donc, parmi les glioblastomes, il y a 4 sous-types, et ils ont identifié les gènes surexprimés dans chacun des sous-types pour pouvoir définir le sous-type d'une nouvelle tumeur quand elle a été diagnostiquée, et a été validée également sur une cohorte indépendante. Ils ont pu montrer quelles étaient les mutations de gènes et les gains ou pertes de gènes spécifiques dans chacun des sous-types. Cependant, ces sous-types, il n'y avait pas de lien réel avec les données cliniques. Il n'y avait pas un sous-type qui avait une espérance de vie un peu plus longue que l'autre, par exemple. Et il n'y a pas utilisé l'information de ces sous-types n'a pas apporté de réels bénéfices pour le patient et pour la découverte de nouveaux traitements pour l'instant. Et une des raisons principales est que ces glioblastomes, au niveau moléculaire, ont une très grande hétérogénéité intratumorale. Pour l'étudier, nous avons commencé par prendre différentes régions d'une même tumeur. Et donc, dans ce cas, on a pu montrer dans une étude que plusieurs régions d'une même tumeur de glioblastome, si on définit le sous-type, chaque région peut avoir un sous-type différent, soulignant le fait que l'hétérogénéité transcriptomique intratumorale est importante. Lorsqu'on a étudié des possibles cibles thérapeutiques pour différentes régions d'une même tumeur, ici 5 représentées par les colonnes, certaines cibles thérapeutiques telles que des mutations, la plupart n'étaient pas trouvées dans toutes les régions, donnant l'idée que certaines populations de cellules à l'intérieur des tumeurs pouvaient facilement résister au traitement puisqu'elles n'avaient pas la cible thérapeutique visée. Il a aussi été montré que des clones provenant d'un même échantillon de glioblastome pouvaient réagir différemment quand ils étaient exposés à des molécules actives. Donc, l'hétérogénéité génomique intratumorale est une cause importante de résistance au traitement. Nous vivons une petite révolution maintenant, car nous avons accès aux informations de la cellule unique. Donc, à partir de chaque tumeur, on peut avoir des informations pour chacune des cellules. Ça s'appelle le séquençage de cellules uniques, single cell. Il est possible d'avoir des informations au niveau du génome, mais c'est encore très cher et pas encore très démocratisé. Ce qui devient de plus en plus courant est le single cell RNA-seq. Et de nombreuses des études publiées quasiment tous les jours maintenant utilisent ce nouveau type de données. Une image qui est utilisée assez généralement pour décrire le single cell, et quand on faisait une analyse de RNA-seq classique il y a quelques années, on en fait encore, toutes les cellules d'une tumeur sont en fait églazées et agglomérées comme un smoothie si on partait d'une salade de fruits. Maintenant, avec les informations de single cell, il est possible de garder chaque fruit indépendant et donc de les trier, de les étudier séparément et leur interaction entre eux. Donc, on accède à une résolution qui est de beaucoup plus grande. À partir d'une tumeur qui a été enlevée par le neurochirurgien, les cellules sont dissociées et donc on peut obtenir le profil transcriptomique de chacune des types de cellules. Cela permet d'identifier des types cellulaires, notamment des cellules normales qui sont infiltrées, qui sont accolées aux cellules tumorales des glioblastomes, ainsi que des états cellulaires à l'intérieur des tumeurs, des cellules tumorales, grâce à des clusterings supervisés ou non supervisés. Une des toutes premières études qui a été faite avec des données de single cell était sur des tumeurs, des glioblastomes, avec 5 tumeurs en 2014, publiées dans la revue Science par un groupe Dr. Suva aux États-Unis. Et ils ont pu montrer que chacune des cellules provenant d'une même tumeur, ici vous avez les 5 tumeurs étudiées, le transcriptome de ces cellules pouvait se placer dans un spectre qui était plus ou moins proche des différents sous-types identifiés par l'étude TCGA. Donc, il y avait une réelle hétérogénéité intratumorale entre les différentes cellules d'une même tumeur qui a été montrée pour la première fois grâce aux données de single cell. Mais évidemment, c'était un nombre de cellules réduit et un nombre de tumeurs réduites. Et donc, en 2019, un nouveau papier dans Cell a été publié par le même groupe où ils ont étudié 28 tumeurs avec 2 types de single cell RNA-seq et entre 200 et 3000 cellules par tumeur. Un premier clustering différencie bien les tumeurs, les cellules tumorales des cellules normales infiltrées ou accolées à la tumeur. Et naturellement, les cellules tumorales se regroupent par tumeur, donc par patient.
mais des analyses bioinformatiques plus poussées. Grâce à ces analyses, ils ont pu montrer qu'il y a 4 états cellulaires responsables de l'hétérogénéité intratumorale. Et ces états cellulaires sont proches des cellules normales cérébrales. Et donc, ils les ont appelés mesenchymal-like, astrocyte-like, oligodendrocyte progenitor-like et neuronal progenitor-like. Ils le représentent ainsi avec 4 états cellulaires présents sur cette carte dans les quatre coins. Et chaque cellule d'une tumeur se situe dans ce spectre avec une certaine plasticité. Elles peuvent évoluer lors de la progression de la tumeur. Ils ont pu réanalyser les données produites par l'étude TCGA et montrer que certaines amplifications de gènes étaient spécifiques à ces états cellulaires. Et une des questions importantes était, est-ce que ces états cellulaires sont liés à un profil génomique, donc une perte ou gain de chromosomes spécifique de ces cellules? Et ils ont pu montrer que ce n'était pas le cas, ce n'était pas expliqué par le profil génomique complet, car certains clones, donc avec le même profil génomique, pouvaient être dans des états cellulaires différents. Donc, en plus du génome, il y avait des altérations différentes, notamment probablement en épigénitome ou l'effet de l'environnement. La conclusion était que les sous-types identifiés par l'étude TCGA sont le reflet de l'état cellulaire le plus fréquent au sein d'une tumeur et de son micro-environnement. Et la proportion de chaque état cellulaire d'une tumeur est influencée par le génome et le micro-environnement des cellules tumorales. Et donc, il y a des études en cours pour étudier le micro-environnement, quelles sont les cellules normales qui sont accolées, infiltrées aux tumeurs, quelles sont les interactions entre notamment les cellules immunitaires, quelles sont les interactions entre ces cellules normales et les cellules tumorales. Et je voudrais remercier notamment les patients qui acceptent que leurs tumeurs soient congelées et séquencées, qui nous permettent de réaliser ces études. Merci. Merci Florence pour ta présentation, c'était extrêmement clair. Et donc ce qu'on peut remarquer, notamment c'est une toute petite remarque, c'est donc la vitesse à laquelle vont ces types d'analyses. On voit les dates des papiers, en fait, la plupart de ces études datent d'il y a moins de 5 ans. Donc on est en fait en train d'avancer très rapidement, donc ce qui est un avantage pour détecter des choses qui puissent servir aux patients. Et je pense qu'on va en discuter maintenant. Je te laisse la parole, Charlotte. Oui, merci Thomas. Merci Florence, Sandrine et Sophie. Alors moi, juste pour revenir un tout petit peu avant, parce que là, on est parti un petit peu loin dans le fondamental, mais de manière un peu plus pragmatique. Au niveau de l'annonce, eh bien, il y a déjà des questions de la part de patients. La plupart du temps, c'est d'où ça vient. Je ne sais pas si, Sophie, ça vous est arrivé. En tout cas, c'est important, ça fait partie des choses à dire. On n'a pas vraiment l'explication de la cause. On connaît en fait les altérations moléculaires sous-jacentes, mais d'où ça vient, souvent on nous demande d'où ça vient. Ça, on n'a pas la réponse. Mais notamment, on sait que, par exemple, ce n'est pas le stress psychologiques ou des choses comme ça qui sont en jeu. C'est important de le dire parce que tout le monde cherche dans sa vie quel a été le stress qui m'a déclenché ça, à cause de quoi elle m'a dit non, en fait il n'y a pas de cause retrouvée, c'est de manière très rare la génétique, des maladies génétiques, mais c'est exceptionnel, c'est vraiment des choses rares, donc on ne sait pas d'où ça vient. Et ensuite, c'est quelque chose juste qui est peut-être à signaler avant de redonner peut-être la parole un peu à Sophie, c'est quand on fait l'annonce, en fait, il y a eu un travail en amont. Ça, vous ne le savez pas forcément. On a des réunions pluridisciplinaires avec, bien justement, nos collègues à ANAPAD, chirurgiens, l'oncologue qui arrive, et puis les radiothérapeutes, et puis le radiologue, bien sûr, on discute. Et bien, voilà, donc on a cette radio, tel âge, tel profil de patient, qu'est-ce qu'on lui propose avant même de lui annoncer ce que ce patient a. Et donc, quand on vous annonce, bien finalement, il y a eu déjà toute cette discussion qui s'est faite. On sait déjà ce qu'on va vous dire. Donc, en fait, l'annonce, elle est un petit peu, finalement, programmée. Alors, je ne sais pas comment vous l'avez vécu, comment je l'ai vécu Déjà, quand on est à l'hôpital et qu'on voit arriver 3 médecins, une infirmière, on se dit c'est pas bon. Et je vous dis, cette annonce, alors je ne sais pas si c'est le fait effectivement d'avoir eu cette expérience antérieure, je l'ai plutôt bien vécue. Voilà,
Antérieurement, j'avais perdu 6 kilos en 15 jours, je ne mangeais plus. Là, je n'ai pas eu ce stress. Et je vous dis, j'attendais vraiment, parce que le médecin m'a clairement dit, les analyses sont en cours, il faut du temps. Et j'avais cette espèce d'espoir, me disant, les analyses, elles ne vont peut-être pas corroborer ça, plus on va creuser, peut-être. Et donc, vraiment, j'étais dans l'attente d'un rendez-vous avec l'oncologue. Et là, je serais sûre que ce serait vraiment mauvais. Avant, j'avais toujours ce petit espoir. Donc, c'est vrai que ça m'a tenue. Et puis l'espoir, il s'est un peu écroulé parce que j'ai reçu un courrier de l'hôpital m'informant justement d'une de ces réunions que vous aviez entre vous. Et là, j'ai vu tumeur de haut grade. Et là, ça m'a fait vraiment... le rideau est tombé, quoi. Voilà, c'était bon, et en même temps, c'était pas bon. Donc voilà, j'ai eu le temps de le digérer, du coup, puisque j'ai reçu ce courrier une semaine peut-être avant de vous rencontrer, vous. Donc, je savais déjà un petit peu ce que vous alliez me dire et je l'avais intégré, alors qu'avant, je ne l'avais pas forcément intégré. J'étais toujours dans l'espoir que non, ce serait pas ça, ce serait pas un cancer, ce serait autre chose, mais pas forcément un cancer. Donc, c'est vrai que c'est difficile et en même temps, c'était pas tant pour moi, c'était comment j'allais l'annoncer à mes enfants. Mon mari le sait depuis le début, ça, il n'y a pas de souci, mais c'était comment allaient le prendre les enfants. Voilà, c'est ça. C'était plus gérer ça avec mes grandes ados. Je voulais pas leur gâcher la vie. Ça faisait déjà 1 an qu'elles avaient la vie gâchée avec le Covid et tout. Elles avaient des échéances d'examen. Donc voilà, c'était vraiment les protéger, elles. Plus que moi, je me sentais capable de le gérer. C'est pas un problème. Ce qui m'inquiétait dans ces annonces-là, c'est plus la façon dont mes proches allaient le gérer. Moi, je sais que je peux le faire. C'est comment les autres, vont prendre l'info et comment c'est parce qu'ils sont spectateurs en fait. Eux, ils peuvent rien faire. Donc je voulais pas leur infliger ça, leur pourrir encore plus la vie. Donc c'était ça le plus compliqué pour moi en fait. C'était pas la façon dont moi j'allais le prendre, mais dans la façon dont j'allais le faire vivre en famille, quoi, voilà, et aux proches. Et finalement, nous, en réunion pluridisciplinaire, on a parfois, donc, comme tu le disais, Sandrine, aucun doute. Là, c'est clair, hein, la radio, il n'y a pas de doute. Mais parfois, on discute. Est-ce qu'il faut faire des recoupes? Est-ce qu'il faut demander le NGS ou la biologie moléculaire dont on parlait? Parce que finalement, on n'a pas forcément cette information dès le début. Oui, parce que la plupart du temps, donc, les échantillons sont de bonne taille, sont bien. Il y a eu un bon échantillonnage, on va dire, et donc le diagnostic pose pas de problème, même si on va demander aux biologistes moléculaires d'ajouter des informations utiles. Et parfois, l'échantillonnage n'est pas de très bonne qualité parce qu'il y a eu des soucis au moment du prélèvement, parce que le centrage n'était pas optimal, ce qui est assez rare. Et donc, on a des doutes. On a un tissu cérébral dont on voit que au microscope, il y a des petites choses qui changent. C'est pas normal. On voit des anomalies, mais on n'arrive pas à caractériser au mieux. Et on se retrouve avec un diagnostic de gliome de bas grade, ce qui est finalement non pas le pire pour nous, mais de se dire, est-ce qu'on va donner la bonne information au clinicien, puisque si on ne donne pas la bonne information, on n'a pas le bon traitement et on ne prend pas bien en charge le patient. Et donc, dans ce cas-là, on va confronter au moment des réunions l'impression, alors déjà les symptômes cliniques, hein, quand il y a des symptômes cliniques, qui peuvent être parlants ou pas, et puis l'avis du neuroradiologue, c'est très important. Il y a des séquences, il n'y a pas de neuroradiologue ici, mais il y a des séquences de neuroradiologie qui sont vraiment indispensables et qui vont fournir aux pathologistes des arguments supplémentaires pour dire il faut aller plus loin. Donc effectivement, nous on a des échantillons qui sont coupés sur des lames. Ces lames, on coupe quelques lames pour regarder au microscope, mais quand on a une dissociation, ce qu'on appelle une dissociation entre les symptômes cliniques et surtout la radiologie et ce qu'on voit au microscope, on va épuiser ce qu'on appelle épuiser le prélèvement, parce qu'il faut qu'on ait toute l'information. Dans la plupart des cas, on a cette information en épuisant le bloc, en regardant, on va avoir des informations supplémentaires qui vont apparaître, donc la triade, la nécrose, les modifications vasculaires, les anomalies cellulaires, nous c'est ce qu'on voit au microscope, et puis parfois ça n'arrive pas. Ça n'arrive pas et on a cette dissociation, on peut rediscuter d'un nouveau prélèvement, on peut rediscuter de contrôle radiologique, voilà, de se dire
on ne va peut-être pas reprélever tout de suite, mais on va voir à distance, dans 1 mois, dans 2 mois. Donc parfois le parcours est un peu plus long que prévu. Parfois c'est facile entre guillemets pour nous médecins et on peut tout de suite apporter une réponse aux patients et parfois c'est un petit peu plus long. Voilà. Et ce prélèvement initial, c'est aussi parfois l'occasion que Thomas vienne au bloc opératoire, lorsque les patients ont bien sûr donné leur accord, récupérer des échantillons. Alors exactement, donc ça c'est quelque chose qu'on a mis en place au niveau local, donc grâce à mes collègues cliniciens. Et donc c'est vraiment on en reparlera après, mais c'est vraiment le passage des échantillons de patients. Alors nous, la plupart du temps, c'est des échantillons frais, donc on a la chance de pouvoir accéder au bloc opératoire et donc de pouvoir utiliser ces échantillons. Donc Florence nous en parlait. L'importance en fait d'avoir ces échantillons frais, c'est aussi pouvoir faire des analyses assez poussées. Donc ces analyses, comme Florence le disait, ça va être du séquençage d'ARN, mais aussi au niveau cellule unique. Alors on peut faire aussi un peu notre autocritique, c'est-à-dire qu'on est peut-être des fois, on va un peu trop loin, c'est-à-dire que quel est l'intérêt pour le patient immédiatement d'avoir ces séquençages si complexes. Avec Florence, on pourra aussi peut-être reparler de nouvelles techniques qui sont du transcriptome à partir de coupes de patients, donc ce qu'ils vont appeler le spatial transcriptomics. Et donc Florence, je voudrais bien que tu rebondisses sur mes propos et justement voir un petit peu les parallèles qu'on peut faire avec la clinique. Merci. Oui, tout à fait. Les analyses à cellules uniques, du transcriptome à cellules uniques, pour l'instant, ne permettaient pas de définir un nouveau traitement ou d'aider à la définition d'un nouveau traitement pour un patient, mais ces études sont nécessaires sur un nombre d'échantillons assez large pour pouvoir vraiment voir le spectre de l'hétérogénéité des différents glioblastomes et de pouvoir trouver peut-être, on espère, de nouvelles cibles thérapeutiques, ou notamment utiliser les cellules immunitaires qui y a à l'intérieur de ces tumeurs. Il y en a quelques-unes pour l'immunothérapie, comme c'est utilisé dans d'autres types de tumeurs. Donc, on a besoin d'une recherche, je dirais, fondamentale liée à ces types de tumeurs, à une résolution plus haute qui nous permettra de recibler, j'espère dans pas très longtemps, sur quelque chose pour les patients. Faire du single cell pour toutes les tumeurs, c'est très cher pour l'instant. Ça va se démocratiser certainement, mais ce ne sera pas forcément un outil diagnostique. Par contre, ce qu'on aura trouvé avec les études de single cell qui sont faites en ce moment pourront être utilisées pour créer de nouveaux outils diagnostiques moins chers pour chaque patient. Et c'est exactement ça, c'est-à-dire que le tempo de la recherche académique, qu'on peut appeler de temps en temps préclinique, parce qu'on utilise notamment certains modèles animaux pour reproduire ces tumeurs, et donc on en reparlera dans l'épisode 3, peuvent vraiment servir au diagnostic. Et notamment quelque chose qu'on fouille pas mal ces dernières années, c'est notamment comprendre pourquoi ces cellules sont aussi invasives. On avait tendance à regarder le centre de la tumeur qui est systématiquement réséqué, mais nous on s'intéresse aussi beaucoup dans les laboratoires quelles vont être les voies de signalisation, quels vont être les programmes qui vont faire que ces cellules s'échappent très rapidement dans ce qu'on va appeler le parenchyme, donc dans la totalité du cerveau. Et donc c'est vrai que les analyses en cellules uniques dont parlait Florence vont être essentielles pour la compréhension de ce mécanisme. Voilà. Et si je peux rebondir par rapport à la transcriptomique spatiale dont tu as parlé, justement, avec des coupes de tumeurs, on est en train de commencer à étudier l'interaction, enfin, quel type de cellule est en interaction réelle physiquement proche, et pour voir quel type de cellules sont vraiment invasives par rapport au centre, ce que tu décrivais. Et donc, c'est une nouvelle technologie qui commence à être utilisée de plus en plus dans les laboratoires. Bien, merci à tous. Le diagnostic est posé. Il va maintenant falloir faire un traitement.